Film Soir, le nec plus ultra de l'actualité du jour, préparé et servi par la rédaction politique. Alpha Ousmane Soirée. Mesdames, Messieurs, bonsoir. C'est toujours un grand plaisir de vous savoir nombreux à l'écoute de Film FM. Merci pour cette fidélité. C'est l'heure de Film Soir. Voici le sommaire. La commune rurale de Parawol est l'une des plus enclavées du pays. Le maire de cette localité de la préfecture de l'Elouma appelle les autorités du pays, notamment le président de la transition, à faire face à la construction des infrastructures de base. Vous entendrez Bademba Diallo dans ce Film Soir. Des queues interminables se forment depuis quelques jours devant certaines institutions à la recherche de compléments de dossiers pour la fonction publique. Notre reporter Sekoudiatea Kamara reviendra dans un grand format sur le calvaire au quotidien de ces candidats à la fonction publique. Le tribunal de Nzerekore a condamné à 3 ans de réclusion criminelle une femme pour transmission volontaire du VIH-Sida par voie sanguine à 2 enfants de sa coépouse. Le sujet est traité par nos confrères du site laguinée.info. Son correspondant basé à Nzerekore nous en dira plus dans la 1-2. C'est tout pour le sommaire. Nous détaillerons tout ça juste après les faits marquants de l'actualité nationale ce vendredi 27 octobre 2023 avec vous, Mariam Djambouba. Bonsoir. Bonsoir, Alpha Ousmane. Film Soir, plein feu sur l'actu. La totale de l'actualité nationale. 18h02 à Conakry, bonsoir à tous et bienvenue dans ce plein feu de l'actu dont voici pour vous les grandes lignes. Il n'y aura pas de CENI, c'est le ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation qui va organiser toutes les élections. C'est du moins l'annonce faite par Mori Kondé ce vendredi dans l'émission Mirador. Vous l'écouterez dans ce journal pour plus de détails. Et puis le poids des dossiers à fournir pour postuler au concours de recrutement à la fonction publique vient d'être allégé. 3 dossiers viennent d'être retirés de la liste pour cette première étape. Une décision qui intervient alors que bon nombre de citoyens avaient du mal à se procurer de ces documents. Plus d'explications dans un instant. Et enfin sport dans ce journal, le congrès électif de la Fédération guinéenne de football a déjà ouvert ses portes. Le général à la retraite, Mathurin Bangoura, est candidat au prochain congrès. Il a déposé sa candidature ce vendredi, date butoir du dépôt des candidatures. On l'écoutera dans ce journal. Voilà pour les titres. Film FM, le journal. Encore une fois, bonsoir et bienvenue si vous nous rejoignez sur Film FM Guinée. Je vous le disais donc au sommaire, il n'y aura pas de CENI. C'est le ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation qui va organiser toutes les élections. C'est en tout cas ce qu'a fait savoir ce vendredi le patron de ce département dans l'émission Mirador. Mori Kondé, qui promet la transparence, est longuement revenu aussi sur l'adoption par le CNT de 2 projets de loi portant sur l'identification des personnes physiques et régimes de l'état civil. Il annonce que bientôt l'enrôlement pour l'établissement des actes de naissance va commencer, ce qui selon lui permettra de doter le pays d'un fichier électoral. Manissi Dibi. À l'entame de son intervention, le ministre de l'administration du territoire a mis un accent sur l'importance de l'adoption de ces 2 projets de loi. Pour Mori Kondé, c'est un grand pas pour aller vers un retour à l'ordre constitutionnel et la lutte contre l'insécurité. Ça facilite la question liée à la sécurité, mais aussi ça facilite pour le citoyen de retracer tout ce qu'il fait en matière de documents d'identité et d'autres questions liées à la vie sociale. Ne pas adopter ces 2 textes de loi, ça faisait un blocus dans non seulement le processus de retour à l'ordre constitutionnel, mais également ça ne permettait pas vraiment à nos services de pouvoir fonctionner correctement. Ce n'est pas tout. Le recensement administratif à vocation d'état civil va déboucher aussi sur l'établissement du fichier électoral, précise le ministre. Mori Kondé annonce que bientôt le travail va commencer. Nous allons organiser une vaste campagne d'établissement des actes de naissance pour tous les Guinéens. Et chaque citoyen se va attribuer un numéro d'identifiant. À l'issue du processus de recensement administratif à vocation d'état civil, nous allons repasser devant les mêmes machines, cette fois-ci pour la prise des données afin de la confiance du fichier électoral et aller à l'affichage de la liste électorale. Le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation a aussi apporté des précisions sur l'avenir de la CENI pendant cette transition. C'est le MATD qui va organiser les élections, a tranché Mori Kondé. Il faut qu'on évite à prendre l'exception comme la règle. Cette histoire, c'est de l'exception qui a été créée parce qu'à un moment donné, des acteurs politiques qui avaient la gouvernance du pays ne rassuraient pas. Cette refondation qui a été annoncée le 5 septembre va toucher à tous les domaines. Comme dans tous les pays du monde, c'est le ministère en charge de l'administration du territoire et qui organise le processus électoral. Le même processus se fera en Guinée de la façon la plus transparente. En attendant, cette volonté exprimée par Mori Kondé concernant l'organisation des élections est mal perçue par certaines formations politiques qui dénoncent la conduite de la transition.
La Guinée se dote de 2 textes de loi portant identification des personnes physiques et régime de l'état civil. Une très bonne initiative, mais vouloir y tirer un fichier après le recensement à vocation d'état civil est pratiquement impossible. C'est du moins l'avis de l'expert électoral Boubacar Birobari. Il indique que ce processus va prendre beaucoup d'années et va coûter cher aux contribuables guinéens. Boubacar Birobari recommande aux autorités de la transition de reviser l'actuel fichier électoral ou de procéder carrément à un nouveau recensement électoral s'ils veulent respecter les 24 mois de transition. Tchernolf Ibrahim Abaldi. Après l'adoption par le CNT des projets de loi portant sur le RAVEC, place désormais au recensement physique des Guinéens pour y tirer le fichier électoral qui devra servir de support de base pour les futures échéances électorales. Boubacar Birobari, expert électoral, salue la démarche du gouvernement, mais estime qu'il est impossible de compter sur ce RAVEC pour doter la Guinée d'un nouveau fichier électoral. Voter des lois par rapport au RAVEC n'est pas une mauvaise chose, mais penser que c'est avec ce RAVEC qu'il faut tirer le fichier électoral, c'est une façon de se tromper. Même dans les pays les mieux organisés, le RAVEC est un processus qui peut prendre au moins plusieurs années et qui va utiliser beaucoup de moyens. Selon cet expert, la Guinée dispose d'un des meilleurs fichiers électoraux de la sous-région, certifié par l'OIF, l'Union européenne et la CEDEAO. Il appelle donc le gouvernement à ne pas jeter dans la poubelle ce fichier électoral. Le conseil que moi je peux donner, c'est d'utiliser le fichier électoral existant. Soit on fait une révision du fichier électoral, soit on demande à tous les électeurs de repasser pour se faire enrouler. La Guinée dispose aujourd'hui l'un des meilleurs fichiers électoraux de la sous-région, un fichier qui a été certifié par des experts internationaux. Donc je crois que si on a un bijou, il ne faut pas laisser ça aller chercher ailleurs. Avant la promulgation de ces 2 textes de loi, des organisations de la société civile et des partis politiques comptent interpeller le président de la transition sur les conséquences de vouloir tirer le fichier électoral du RAVEC. Agression de maître Fassine Silla au TPI de Koya. Le barreau de Guinée annonce le boycott des audiences pendant 2 semaines. Une décision prise par les avocats pour protester contre l'attitude du magistrat Almami Sékou Camara qui a porté main sur leurs collègues. Ce vendredi, au terme d'une assemblée générale extraordinaire tenue à Kaloum, maître Gabriel Faya a rendu publique cette décision devant la presse. On l'écoute. 1. De suspendre les audiences, la participation des avocats à toutes les audiences sur toute l'étendue du territoire pour 2 semaines, c'est-à-dire d'aujourd'hui jusqu'au 11 novembre 2023. Ça veut dire que nous reprenons le travail le lundi 13 novembre 2023. Deuxièmement, un pool d'avocats a été constitué. Et le pool il est piloté par Maître Sidiki Berete. Ce pool sera chargé d'exercer des recours judiciaires qu'il faut contre les magistrats en question. Il appartiendra au pool qui aura la direction de la procédure d'initier à son choix une procédure pénale contre une procédure disciplinaire. En tout cas, toute procédure que le pool des avocats constitués jugera opportun d'engager contre les magistrats. Cette décision a été prise malgré les excuses présentées par le magistrat Almami Sékou Camara. Alors pourquoi ce revirement du barreau? Maître Gabriel Faya donne des explications. Au cours de cette discussion, tous les magistrats présents du parquet général et le premier président ont déploré le comportement du procureur par intérim de Koya et ont condamné farouchement ces agissements. Il a présenté ses excuses, les excuses qui ont été acceptées par les confrères et par les bâtonniers. Mais lorsque l'affaire a été portée à la connaissance de l'ensemble des avocats, les avocats ont dit que ça ne peut pas se passer comme ça. Donc finalement, une assemblée générale a été convoquée pour ce matin parce qu'il faut rappeler que l'assemblée générale est au-dessus du Conseil de l'ordre. Et l'assemblée générale là, est souveraine. Plus besoin du certificat de visite et de contre-visite pour postuler au concours de recrutement annoncé par la fonction publique. En effet, ce document et d'autres, comme le casier judiciaire, viennent d'être retirés de la liste des dossiers à fournir pour cette première étape. Cette décision intervient alors que plusieurs citoyens avaient du mal à obtenir ces sésames. Pas plus tard que ce vendredi matin, des chercheurs d'emploi se bousculaient, par exemple, devant le service national de santé au travail. Sékou Diateya Camara y a fait un tour. Suivez.
À la rentrée de la cour du service national de santé au travail, une file indienne s'est dressée. Toutes les personnes qui la composent désirent avoir un certificat de visite et de contre-visite. Arrêté à l'ombre des manguiers, Ibrahima Sekou Komara attend d'être appelé. Il s'est déjà fait inscrire. Je suis là depuis 5h00. Sur la liste, je me suis inscrit 293e. C'est pas facile parce que les gens sont là depuis 1h du matin. Au lieu de se mettre dans les rangs, Étienne Yomba Tolno fait des va-et-vient. Vu l'allure des choses, il se sent perdu alors qu'il s'est levé très tôt pour espérer être enrôlé. Ce matin, je suis venu dans les environs de 4h45. Donc de 4h jusque là, je suis là, mais franchement, c'est difficile. Quand je suis venu, on m'a dit que la première dame qui est là, qui a été d'abord la première sur la liste, elle est venue depuis 0h. Et imagine quelqu'un qui est chez lui avec l'insécurité de la ville. Jusqu'au petit matin, et le service commence à 8h. Donc c'est un peu difficile. À peine Tolno finit d'affirmer que ce n'est pas facile, Mamadou Bobo Diallo sort de la cour avec son certificat en main. Il vient de se décharger d'un fardeau, dit-il. J'ai fait 3 jours, je suis à ce défa. Hier, je suis venu, avant-hier encore. C'est aujourd'hui, je suis pu venir. 6h m'a trouvé ici. J'ai fait, alhamdoulilah, j'ai reçu mon certificat de visite contre visite. Est-ce qu'on peut dire que vous êtes chanceux un peu alors? On ne peut pas dire ça à 100%. C'est comme ça. Il y a de ces jours, tu viens, c'est un peu compliqué. Parce que 2 jours, je suis venu, c'était un peu compliqué. Je me suis retourné. Aujourd'hui encore, très tôt, je suis venu. Mais la chance était là. J'ai pu recevoir mon certificat. Beaucoup d'autres qui peinent à l'avoir crient au favoritisme. Une information qui n'a pas pu être recoupée faute de répondants dans les rangs des responsables du service. Le certificat est délivré à 25 000 francs guinéens et certains de nos interlocuteurs ont révélé que les examens ne se font pas comme il se devait avant la délivrance du document. La surfacturation des frais liés aux documents administratifs, notamment les casiers judiciaires et certificats de nationalité, demeure d'actualité. Hier jeudi, le ministre de la Justice a d'ailleurs mis en garde toute personne qui tenterait de s'aventurer dans cette combine. Depuis, les réactions deviennent de plus en plus nombreuses. La mise en garde du ministre Alphonse Charwright est saluée par le président de l'Union des consommateurs. Au même moment, le président du Forum civil guinéen rejette la faute sur l'État qui, selon lui, est resté silencieux face à ce phénomène depuis plusieurs années. Adjaka Debari. Le président de l'Union des consommateurs de Guinée juge très opportune la déclaration du garde des Sceaux en lien avec la surfacturation des tarifs facilitant l'obtention des actes de justice dans le pays. L'activiste est convaincu que cette action du ministre de la Justice pourrait aider les consommateurs à alerter librement l'opinion. Ousmane Keita. Nous sommes très heureux que le ministre de la Justice, garde des Sceaux, ait pris sur lui effectivement de sonner la fin de la récréation. Nous espérons que son appel est arrivé dans de bonnes oreilles et surtout que les consommateurs aient le courage de dénoncer lorsque, effectivement, il leur est imposé de payer n'est-ce pas, un surplus. Le président du Forum civil guinéen, quant à lui, estime que l'État a toujours entretenu ce phénomène. Ibrahima Balaya Diallo. Mais vous savez, on est dans un pays où il y a déficit de communication et d'information. Mais ça, ce sont les institutions de l'État qui accusent une certaine faiblesse. Parce que, en fait, les services de communication ne jouent pas forcément le rôle. Donc, résultat des courses, c'est que finalement, nous, on se retrouve dans un quiproquo. Et maintenant, les gens jouent sur notre ignorance. C'est pas imputable au CNRD. L'État a toujours eu cette faiblesse-là, malheureusement, dans ce pays. Alors que les tribunaux, les mairies et le service de santé au travail sont envahis par des candidats au concours d'intégration à la fonction publique, le ministère de tutelle vient de réduire le nombre de documents à fournir. Désormais, le certificat de visite et contre-visite, le casier judiciaire et le certificat de nationalité ne seront déposés qu'après admission. Le deuxième congrès de la Société guinéenne d'ORL et de chirurgie cervico-faciale a été lancé ce vendredi à l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry. Il se tient sous le thème « Développement des compétences ORL en situation de pandémie ». La rencontre mobilise de nombreux spécialistes guinéens et d'autres venus de la sous-région. L'initiative vise à améliorer la santé de la population, mais surtout la formation des professionnels de santé. Aminata Keita. Ce congrès scientifique d'échange d'expériences mobilise plusieurs spécialistes guinéens en ORL et d'autres en provenance de 5 pays dont le Sénégal, le Mali et la Côte d'Ivoire. Ils sont réunis autour du thème « Développement des compétences ORL en situation de pandémie ». Professeur Abdoulaye Keita est le président de la Société guinéenne d'ORL. Ce congrès, c'est une rencontre scientifique lors de laquelle rencontre on discute des thèmes
fédérateurs tels que la formation de professionnels de santé, mais aussi la gestion des urgences, le dépistage du cancer, le dépistage de la surdité et surtout chez les enfants. Venu représenter le ministre de la Santé, Dr Timothée Guilavogui a insisté sur l'importance d'une telle thématique. Ce thème, il est important et pertinent, dont nous avons vu sa justification avec la dernière pandémie de Covid-19, dont les séquelles continuent encore à être gérées. Nous avons vu la place de ORL dans le système de santé face à cette pandémie. D'autres questions vont être abordées au cours de ces 2 jours de travaux. Professeur Wamba Kampadilemba, venu du Burkina Faso, est convaincu que les échanges permettront de renforcer les compétences des uns et des autres. Les sujets qui vont être abordés vont nous permettre d'échanger ensemble pour voir dans quelle mesure nous allons améliorer la prise en charge des patients. Parce que c'est ça qui est important. Mais vous savez également que nous avons une triple fonction. Nous avons la fonction des soins, c'est vrai, mais également la fonction d'enseignement et la fonction de recherche. Je pense que l'un dans l'autre, avec ces 2 jours d'échange, nous allons améliorer les différentes approches en ce sens. Ce 2e congrès de la Société guinéenne d'ORL et de chirurgie cervico-faciale s'étend sur 2 jours. Il devrait aider à améliorer la prise en charge des pathologies ORL comme celle de l'audition. Je vous le disais donc au sommaire, le général à la retraite Mathurin Bangoura est candidat au prochain congrès électif de la Fédération guinéenne de football prévu le 25 novembre prochain. L'ancien président de la Ligue guinéenne de football professionnel a déposé sa candidature ce vendredi, date butoir du dépôt des candidatures. Il bénéficie du soutien de certains membres statutaires de la FEGIFOOT, érigé en collectif appelé le G47. On écoute Mathurin Bangoura sur ses motivations. Jusqu'au moment où j'étais dans la salle, je n'étais pas disposé à être candidat au G47. Ça ne m'a jamais intéressé, mais comme vous devrez le savoir, depuis que nous avons commencé le combat, depuis la mise en place du CONOR, ce G47 s'est résolument aligné derrière nous pour dire que ce combat, ce n'est pas mon combat à moi seul. Alors, quand il s'est agi de faire une liste, j'ai été contacté et ça a toujours été mon point de vue que je n'étais pas intéressé à diriger la Fédération guinéenne de football. Mais compte tenu du fait que ce groupe, dans sa totalité, a demandé à ce que j'accepte de diriger cette équipe de la Fédération guinéenne de football, c'est là, par reconnaissance de tout ce que ce groupe a fait pour moi, j'ai fini par fléchir et accepter de prendre la tête de ce groupe. Voilà les raisons qui ont motivé ma candidature. On apprend que la liste du G47 est parrainée par Mamadou Antonio Soare, propriétaire du Oroya AC. Le phénomène de la surcharge à moto connaît une montée fulgurante à Conakry, surtout en période scolaire. Ils sont nombreux, ces parents d'élèves qui font transporter leurs enfants sur des mototaxis. Cette situation préoccupe les responsables d'écoles et associations de parents d'élèves. Interrogés ce vendredi, ces acteurs de l'éducation condamnent cette pratique et invitent les parents et les agents de la police à plus de responsabilités. Mohamed Jenab Souma. On le remarque tous les matins à la rentrée des classes et les après-midi au retour à la maison. Des enfants accompagnés parfois de leurs parents sont transportés à 3 voire 4 sur une moto. Une situation que déplore Adamasso, présidente de la Fédération guinéenne des parents d'élèves et amis de l'école. Le transport de ces enfants-là, 3 voire 4 jusqu'à 5 sur les motos, c'est une grande désolation parce que c'est un grand risque qu'ils sont en train de prendre en faisant cela. Même avec l'accident d'un seul enfants sur moto, c'est très touchant et écœurant. Même amertume, c'est les responsables d'école. Mohamed Boy Kamara, proviseur d'une école privée à Nongo, a d'abord confirmé les faits avant de proposer des solutions pour lutter contre cette pratique. Qu'est-ce qui les pousse à aller vers ça? Vraiment, je veux savoir. Si c'est pour faire des économies, bon, je pense que c'est pas une bonne idée. Chez moi ici, chaque fois que j'ai fait le constat, j'ai attiré l'attention des parents là-dessus. D'ailleurs, ceux qui sont dans ça, c'est souvent ceux qui prennent des enfants qui les envoient très loin. Dans leur environnement proche, ils ont souvent une école. Au lieu de prendre les risques de mettre les enfants sur des motos, mieux vaut, je pense, les inscrire dans une école de proximité. La présidente de la Fédération guinéenne des parents d'élèves et amis de l'école interpelle aussi les parents d'élèves dans ce sens. Je prie tout un chacun de bien veiller à la sécurité de son enfant. Arrêtons de mettre plusieurs enfants sur des motos-taxis, derrière des motos, vraiment avec, et puis des fois tu verras que le conducteur même c'est un enfant. Donc vraiment la conscience n'est même pas beaucoup développée et le civisme n'est pas là. Garantir la sécurité des enfants durant l'année scolaire devrait être un devoir pour les parents d'élèves pour les éviter les cas d'accident, estiment ces deux acteurs de l'éducation.
Le vol à bord des véhicules devient de plus en plus fréquent à Conakry. Mariam Kanté est l'une des dernières victimes de ce nouveau modus operandi. Alors qu'elle se rendait à Koza à bord d'un taxi, cette journaliste a échappé de justesse hier jeudi à un vol. Ses téléphones ont failli être emportés par une jeune dame en complicité avec le chauffeur du taxi dans lequel elle s'était embarquée. La journaliste qui a réussi à déjouer cette soustraction frauduleuse revient sur les faits. Le chauffeur m'a dit où j'allais. J'ai dit je vais à Koza. Il dit monte, celle-ci aussi va à Koza, je vais vous déposer. Arrivé à 2 mètres ou 5 mètres, il dit qu'il ne pourra plus continuer, qu'il se limite à la cantine. D'accord, de toute façon, laissez-moi à la cantine puisque c'est mon itinéraire. Bon, il a placé des arguments qui m'ont poussé même à descendre. J'ai dit d'accord. J'ai essayé d'ouvrir la porte ne s'ouvre pas à l'intérieur. Il me dit fais sortir la main gauche pour prendre le poignet de l'extérieur. J'ai fait sortir la main gauche, j'ai tiré le poignet une fois, ça n'a pas fonctionné. C'est là que je me suis souvenu du trafic en cours actuellement, puisque c'est d'actualité. Et là maintenant, j'ai dit non maître, il faudrait que toi-même tu descendes pour ouvrir la portière parce que tu la connais plus que moi. Et entre-temps, à travers le rétroviseur du chauffeur interne, j'ai suivi les gestes, j'ai su que vraiment c'était de la complicité. J'ai vu mon sac, le sac était ouvert, les 2 téléphones ne sont plus dedans et le chargeur. C'est ainsi que j'ai saisi la dame, je dis mes téléphones. Elle dit qu'elle n'a rien pris, elle a nié. Je l'ai soulevé. J'ai vu, elle était assise sur mes 2 téléphones. Et le chauffeur était assis comme si de rien n'était. Là, maintenant, il y a eu des disputes. D'altercation en altercation, les riverains nous ont aperçus. Et là, la foule est venue. La foule dit de sortir. On est sorti, on dit de laisser la fille. Je dis, je ne vais pas la laisser. Quand je la laisse, elle s'enfuira. Donc, nous devons aller au niveau de l'autorité la plus proche. Heureux de la bravoure de cette journaliste, le commissaire central du commissariat de Matoto, Mamadi Sidibé, a invité la population à accorder sa confiance aux services de sécurité de l'État en les saisissant à travers le 117. Je vais demander d'abord aux collaborateurs des forces de défense et de sécurité, de près ou de loin, d'harmoniser nos méthodes et de faire une synergie d'action par rapport à la sécurisation des personnes et de leurs biens. Je conseillerais la population d'avoir la confiance toujours à la police et les réassurer encore une fois davantage en mettant à leur disposition le numéro vert de la police. Parce que la police ne peut pas être à tout endroit, à tout moment et surtout à des moments impies où les gens peuvent profiter pour faire leurs sales besoins. Donc le 117 est un numéro vert. S'ils n'arrivent pas à joindre la police de proximité, mais peuvent joindre le numéro vert pour leur couverture. Et en ce qui concerne la population à d'autres niveaux, il faudrait qu'elles aient confiance à la police et à tous les services de défense et de sécurité. Le passé, c'est le passé, on a tourné cette page. Nous voulons redorer le blason et nous voudrions que vraiment cette confiance de mutualité soit de mise. Et c'est sur cet élément que prend fin ce journal. À tous, merci de l'avoir suivi. Et vous pouvez évidemment suivre nos programmes sur FIM FM Guinée ou sur nos différents canaux digitaux. Merci à vous, Mariam Djomboba, pour toutes ces informations. Dans moins de 5 minutes, vous reviendrez pour nous donner d'autres informations, cette fois internationales. Film Soir se poursuit. Film Soir, le nec plus ultra de l'actualité du jour, préparé et servi par la rédaction politique. Alpha Ousmane Soirée. Avant de parler dans un grand format du calvaire des candidats à la fonction publique dans la recherche de leur dossier, voici d'abord ce sujet de l'Interland. Film Soir, l'Interland, l'actu de nos régions déclinées par nos correspondants. Dans notre rubrique Interland de ce vendredi 27 octobre 2023, nous vous envoyons à la découverte de la commune de Parawol. Cette collectivité située dans la préfecture de l'Elouma est l'une des localités les plus enclavées de la région de l'Abbé. Joint ce vendredi par notre rédaction, le maire dénonce le mauvais état des pistes qui mènent à cette commune rurale. À cela s'ajoute le manque criard d'infrastructures de base, se lamente Bademba Diallo. Le maire sollicite l'aide du président de la transition pour désenclaver sa collectivité. Amadou Ribari. Parawol est l'une des communes rurales qui relève de l'Elouma, préfecture située dans la région de l'Abbé. Dans cette collectivité, la principale difficulté des habitants concerne les routes. Joint au téléphone, le maire Bademba Diallo décrit l'état des pistes rurales qui relient Parawol aux autres districts. Nous n'avons pas de route. Heureusement, les populations volontaires sont en train de faire la route chaque jeudi, chaque vendredi, chaque jeudi et dimanche. Ça, vraiment, c'est la première difficulté. En plus de ce manque de route, Parawol reste
confrontés au manque de structures de santé. Un goulot d'étranglement pour les habitants qui n'ont pas accès aux meilleurs services de santé. Bademba Diallo évoque aussi le manque criard d'enseignants dans la collectivité. Pour les enseignants. Par exemple, il n'y a pas beaucoup d'enseignants. L'année passée, quand le gouvernement a dit qu'on a récupéré les enfants, on a récupéré 40 enseignants communautaires. Jusqu'à présent, comme le gouvernement n'a pas pris, on a discuté maintenant. Il y a beaucoup d'écoles qui n'ont pas l'enseignant à l'air. Parmi les candidats, on a 28 de santé, mais titulaire, c'est une seule personne. Une seule personne est titulaire. Là, c'est difficile parce que maintenant, s'il n'y a pas de l'éducation, il n'y a pas de santé, vraiment, ça, c'est difficile. Le maire profite de l'occasion pour saluer l'implication des fils de Parawol qui accompagnent les autorités locales dans la réalisation de certaines infrastructures. Bademba Diallo sollicite toutefois l'aide du président de la transition pour sortir sa commune de la précarité. On lance les autorités, on n'a qu'à aider à voir les enseignants, on n'a qu'à aider à voir les docteurs qui devaient soigner nos enfants. Les ressortissants, vraiment, ils sont bien courageux. Parce qu'il y a certains, il y a plusieurs localités ici, c'est les urgences qui font à des zones d'eau, donner aux populations, ils sont en train de faire une hôpital, ils sont en train de faire un musée encore à Parawol. Le maire de Parawol dénonce aussi l'insécurité devenue récurrente dans la commune. Le dernier cas qui s'est produit dans cette collectivité concerne un jeune qui a ouvert le feu sur son oncle qui dormait dans un hamac. Merci à Amadou Ribari pour tous ces sujets pertinents. Mariam Djomboba aussi est toujours dans ce studio pour nous donner d'autres informations, cette fois internationales. Rebonsoir Mariam Djomboba. Rebonsoir Alpha Osman, rebonsoir à tous. Film Soir, Transinfo. Film Soir au diapason de l'actualité en Afrique et dans le monde. Bienvenue dans ce Transinfo. Sur le continent aux États-Unis, le Sénat a nettement rejeté ce 26 octobre à Washington un projet de loi réclamant le rapatriement des troupes américaines basées au Niger, pays où un coup d'État a renversé le président Mohamed Bazoum 3 mois plus tôt. Et puis en RD Congo, la Cour constitutionnelle ouvre ce 27 octobre à Kinshasa le contentieux en prévision de l'élection présidentielle prévue le 20 décembre prochain. 24 candidats au total, dont le président Félix Tshisekedi et les principaux opposants Moïse Katumbi, Martin Fayulu et Denis Mukwege ont été retenus par la Commission électorale nationale indépendante qui n'a de son côté recalé aucun candidat. Ce n'est qu'après cet examen du contentieux devant la haute cour que la liste définitive sera dévoilée. Ailleurs, l'action du géant français de l'industrie pharmaceutique Sanofi a chuté de près de 19% à la Bourse de Paris ce vendredi. Sa pire séance depuis des décennies après que le groupe a réduit ses objectifs financiers à court terme dans le cadre de son plan stratégique. Enfin, l'armée israélienne a accusé ce vendredi 27 octobre le mouvement islamiste palestinien du Hamas de mener la guerre depuis les hôpitaux de la bande de Gaza. Il y a du carburant dans les hôpitaux et le Hamas l'utilise pour son infrastructure terroriste, a encore accusé le porte-parole de l'armée Daniel Hagari. Les terroristes se déplacent librement dans les hôpitaux du territoire palestinien, a-t-il ajouté, répétant l'accusation israélienne selon laquelle le Hamas utilise la population de Gaza comme bouclier humain. Le Hamas palestinien au pouvoir à Gaza a démenti quant à lui se servir des hôpitaux dans sa guerre avec Israël. Les allégations du porte-parole de l'armée de l'ennemi sont dénuées de tout fondement, a affirmé dans un communiqué en dirigeant du Hamas, démentant notamment que des chefs du Hamas se trouvent dans le sous-sol de l'hôpital Al-Shifa, le plus grand de la bande de Gaza. C'était le Transinfo à tous. Merci de votre attention. Merci à vous aussi, Mariam Djomboba, pour toutes ces informations. Nous joignons maintenant le confrère et directeur de publication du site d'information La Guinée.info qui a traité ce sujet hallucinant en Nzere Corée, et c'est la une de Film Soir, la une de les manchettes des médias d'ici et d'ailleurs. Alors avec le directeur de publication du site La Guinée.info, nous parlons de la condamnation par le tribunal de première instance de Nzere Corée de la femme accusée d'avoir transmis, tenez-vous bien, du VIH-Sida à des enfants. Une actualité traitée par le site d'information La Guinée.info. Le directeur de publication est en ligne. Bonsoir, cher confrère Ibrahim Assouri Diallo. Oui, bonsoir, chers confrères. Bonsoir à vos millions d'auditeurs. Merci pour votre disponibilité. Vous nous apprenez que Dame Ebo Collier, agent technique de la santé, poursuivi pour transmission volontaire du VIH-Sida par voie sanguine dans l'organisme de 2 enfants de sa coépouse, a été condamné hier à 3 ans de réclusion criminelle. Comment avez-vous traité ce sujet? Oui, chers confrères, effectivement, Dame Ebo Collier, agent technique de la santé, détenu à la maison centrale de Nzere Corée depuis le mois de juillet dernier, et donc était poursuivi pour transmission volontaire du VIH-Sida
par voie sanguine donc dans l'organisme de 2 enfants de sa coépouse. Alors, après plusieurs heures de débat hier contradictoire, l'accusé à la barre a donc reconnu les faits qui lui sont reprochés. Et séance tenante, elle a donc été condamnée à 3 ans de réclusion criminelle par le dit tribunal. Alors, vous dites aussi dans l'article que le procureur a invité la population à être vigilante, de veiller strictement sur les enfants sans les laisser à la portée de n'importe qui. Mais à ce jour, qu'en est-il de ces enfants victimes? Chers confrères, avant de répondre à votre question, si vous me le permettez, je voudrais quand même éclairer donc davantage la lanterne. Allez-y, s'il vous plaît. Millions d'auditeurs par rapport à ce dossier. Et donc, je voudrais donc le rappeler que l'acte a été commis à Séguiri, alors que le couple donc y vivait. Et je veux rappeler donc son époux du nom de Pépé Dramo, qui est aussi médecin, il faut le rappeler. Alors, selon ce dernier qui a d'ailleurs témoigné un peu plus tôt à la barre, sa femme l'aurait quitté pour des raisons qu'il ignorait. Au retour donc de celle-ci, de cette aventure, donc, la dame a voulu être en couple encore de nouveau donc avec son époux Dramo. Mais ce dernier, qui est donc un agent de santé aussi, a exigé une consultation médicale préalable avant toute relation sexuelle entre elle et entre lui donc et son épouse. Et ce qui a été donc fait, c'est à l'issue donc de cette visite médicale que il a été donc l'information a donc été donnée que la dame était donc porteuse du virus VIH/SIDA. Et malgré tout, le monsieur a accepté quand même de vivre avec la dame. Et je ne sais pas si la dame donc avait des ressentiments à l'égard donc des enfants de sa coépouse ou non. En tout cas, c'est à l'issue donc de cette nouvelle relation donc que la dame a fait sciemment donc de transmettre donc ce virus donc aux enfants donc de ce monsieur. Extraordinaire. Alors, pour répondre donc à votre question, le procureur qui a d'ailleurs requis donc 3 ans d'emprisonnement ferme contre la dame. Et séance tenante, le juge audiencier a quand même acquiescé à cette demande. Il a donc condamné cette dame à 3 ans de prison. Et comme vous l'avez rappelé dans votre question, le procureur a donc profité de cette rencontre, de cette audience, pour quand même véhiculer un message à l'endroit des populations donc de la capitale de la Guinée forestière. Il leur a donc invité donc à veiller donc sur leurs enfants, puisque comme vous le savez souvent, les enfants d'ailleurs, comme nous le connaissons, nous savons tous, les enfants souvent profitent donc pour sortir, pour ramasser des objets et autres. Il leur a donc conseillé de veiller sur leurs enfants, aussi bien avec les objets qui peuvent être souillés, qui sont donc jetés dans la rue, et aussi inciter donc ses parents à veiller sur leur progéniture, puisque quand l'enfant qui est mineur ne sait pas qu'est-ce qui est bon pour lui souvent et qu'est-ce qui ne l'est pas. Donc il a donc profité pour conseiller ses enfants. Maintenant, par rapport aux victimes, les victimes sont actuellement, elles sont admises donc en soins au niveau de l'hôpital régional de Kankan. Et ils sont suivis par le dit hôpital. Très bien. Merci à vous, Ibrahima Sory Diallo, directeur de publication du site laguinée.info, pour toutes ces explications. Merci à vous. Merci à vous. La meilleure salutation. D'autres sujets à venir. Film Soir, grand format. Le grand reportage de Film Soir. Je vous le disais au sommaire aussi, les tribunaux et les banques refoulent actuellement du monde. En effet, depuis l'annonce d'un concours d'accès à la fonction publique à partir du mois de novembre prochain, les chercheurs d'emploi s'évertuent devant ces institutions à collecter les documents à déposer comme le jugement supplétif, le certificat de nationalité, le casier judiciaire et la carte d'identité biométrique. Que ce soit à la banque ou dans les tribunaux, l'obtention de ces documents constitue un véritable casse-tête pour les désireux. C'est un grand format réalisé par Sékou Diatta Camara. Des dizaines de jeunes attroupés devant une banque non loin du rond-point de Matoto. Coiffé d'une casquette noire, Foromo Milimono est sur pied depuis des heures. Il veut avoir une carte d'identité biométrique dont le processus commence ici. On est là pour faire le dépôt. Maintenant, on nous donne le reçu, on part à la mairie. Est-ce que c'est facile de faire ce dépôt-là? Là, c'est difficile. Pour faire les dépôts, pour avoir les cartes là, c'est difficile. Moi, je suis là depuis 5 ans, jusqu'à présent. Je n'ai pas reçu. Dans la même foule, Mathieu Koivogi suit à grosses gouttes sous un soleil de plomb. Des
Depuis 2 jours, lui aussi a du mal à obtenir le reçu à la banque, point de départ pour avoir une carte d'identité biométrique. Nous, on est venus ici à 4h du matin. On s'est enregistré, on était dans les 100 et quelques. Je constate même que les 100 personnes ne peuvent pas passer encore aujourd'hui. Même hier encore, on est venu, c'était la même chose. Aujourd'hui encore, je vois que je ne pourrais pas être pris encore. Vous vous découragez un peu? Vraiment, je n'ai plus l'espoir si je peux postuler vraiment. Parce que les documents là pour les avoir, c'est pas facile. Ce n'est pas facile non plus d'avoir des documents devant les tribunaux. Devant le bureau des greffiers au TPI de Dixine, un jeune tient des dossiers à bout de bras. Il appelle les propriétaires des documents désormais disponibles. Après 2 jours d'attente, Ibrahima Deux Condé était très content d'entendre son nom. C'est maintenant qu'il reçoit son certificat de nationalité. Il parle d'un problème d'organisation pour expliquer le retard dans le retrait de son document. Il y a un manque d'organisation qui fait un peu le souci au niveau du partage. Si toutefois il y avait une structure bien organisée, on devrait répartir selon le jour du dépôt et programmer les gens en fonction de ça. Depuis hier d'abord j'avais passé pour les retraits. Là on m'avait signalé de revenir le mardi pour les retraits. Je suis venu mais malheureusement j'étais encombré. Amadou Kabirouba est aussi intéressé par le recrutement qui est en vue. Il est venu au tribunal de Dixine pour se trouver un certificat de nationalité mais tarde à être satisfait. Je suis venu le lundi, ils m'ont dit de venir le jeudi pour récupérer. Maintenant il y a d'autres qui ont déposé le vendredi, ils ont dit de venir le lundi pour récupérer. Vous voyez, donc moi je suis venu, ça fait 4 heures de temps. Je suis là, je suis en train de rechercher pour moi, mais je n'ai pas vu. Jusqu'à quand vous comptez attendre? Je vais attendre jusqu'à le vendredi. Le vendredi, s'il ne me donne pas, je ne sais pas, là où se plaindre maintenant. Abdoulaye Bella Diallo cherche aussi un certificat de nationalité, mais pour sa sœur. La procédure a été engagée vendredi et depuis 2 jours, il a du mal à entrer en possession du document, déplore-t-il. Ça m'impacte beaucoup parce que je perds en temps. Imaginez-moi que j'ai déposé vendredi, des gens qui ont déposé lundi, samedi ou je ne sais pas quel jour, tout est mélangé à un seul endroit. Tu ne peux approcher personne pour avoir une bonne information. Je crois que c'est un grand problème à revoir. Beaucoup de personnes sont en train de souffrir aujourd'hui au tribunal de Dixine ici et je crois que c'est comme ça un peu partout ailleurs. Comment parvient-il à gérer cette ruée derrière les documents? Nos tentatives d'avoir un répondant dans les rangs des greffiers se sont révélées vaines. Par rapport au prix, certains documents sont délivrés officiellement à 50 000, mais ceux qui tombent sur des démarcheurs par méconnaissance ou pour aller vite en contournant le circuit normal déboursent entre 60 et 80 000. Franck Guinéen. Merci donc à Sékou Diatta Camara pour ce reportage grand format. L'invité de Film Soir est le secrétaire général du syndicat national de l'éducation qui espère qu'un protocole d'accord pour l'engagement des enseignants contractuels à la fonction publique sera signé très bientôt. D'ici là, on va d'abord écouter l'édito de Habib Yamberen Diallo. Film Soir, la une de les manchettes des médias d'ici et d'ailleurs. Film Soir, l'édito. Les autorités de la transition lancent l'opération de recrutement à la fonction publique, dernier virage pour le fameux rajeunissement, mais aussi dernier coup de grâce contre les vieux fonctionnaires, lesquels sont et risquent de devenir encore une espèce rare dans l'administration publique, pourvu que ce recrutement ne soit pas sélectif, comme ce fut le cas durant la décennie 2010-2020, pendant laquelle le critère était celui d'être un militant du parti au pouvoir ou même un insulteur de l'opposition. Voici l'édito signé Habib Yamberen Diallo. Le mois de septembre 2021 aura connu un passage à témoin entre 2 générations. Un octogénaire éjecté de son fauteuil présidentiel par un jeune qui a à peine la moitié de son âge. Depuis, la vieille garde traverse une véritable zone de turbulence. Aussi bien dans l'armée que dans l'administration civile, le rajeunissement est devenu le maître mot, avec des vagues de mise à la retraite. Si bien que le coup d'État de septembre 2021 est celui de la jeunesse contre la vieillesse. Contrairement à la tradition africaine qui voue un respect aux personnes âgées, l'administration renvoie les vieux fonctionnaires avec un coup de pied. Partout, c'est le fameux rajeunissement. Mais c'est un cercle vicieux. Les jeunes d'aujourd'hui seront les vieux de demain. Et ce sera le retour à l'envoyeur. Aujourd'hui, un sexagénaire dans un bureau est devenu une espèce plutôt rare. Dans beaucoup de services, tous les directeurs de 60 ans et plus ont été remplacés. Dans d'autres, ils sont même indésirables. À titre d'exemple, lorsque vous vous rendez dans un hôpital public aujourd'hui, vous vous demandez où sont les médecins. Vous pensez
que ceux que vous croisez sont des stagiaires. Il en est de même dans les cours et tribunaux. Dans cet autre milieu, seuls les avocats sont les personnes âgées que vous rencontrez. Le peu de vieux magistrats qui restent encore en activité ont été envoyés à la Cour suprême. Les gens ironisent que cette cour est devenue comme une maison de retraite. C'est le passage obligé avant la redoutable retraite. Pour remplacer le nombre de fonctionnaires mis à la retraite, les autorités de la transition lancent une opération de recrutement à la fonction publique. Après l'armée, bien sûr. Depuis quelques jours donc, les candidats se bousculent dans les différents services devant leur délivrer les documents exigés. Ces services sont pris d'assaut. Au passage, on aura remarqué que chaque candidat doit débourser une certaine somme pour le traitement de son dossier. Ce montant non remboursable semble être dérisoire, mais c'est sans compter le nombre de candidats. Comme dit Alphonse Allais, cite, il faut prendre l'argent où il se trouve, c'est-à-dire chez les pauvres. Parce que si les pauvres n'ont pas d'argent, mais il y a beaucoup de pauvres. À la fin, c'est une manne financière que cette opération va générer, sans compter les frais de ceci ou de cela, pour obtenir tous les papiers nécessaires pour un dossier complet. Dans tous les cas, l'essentiel c'est que cette opération soit transparente et qu'elle ne soit pas comme le recrutement sélectif de la décennie 2010-2020. Durant cette période, le seul critère était celui d'être un militant du parti au pouvoir. Parfois, il y avait même un autre critère, celui d'être un insulteur de l'opposition. Dans l'histoire de la gestion de l'administration publique guinéenne, cette période aura été la plus désastreuse. C'était donc l'édito signé Habib Yemberen Diallo. On poursuit cette session avec les infos sportives. Film Soir, Actu Sport, le round-up de l'actualité sportive. Je me perdais moi aussi avec ce jingle. Idrissa Somparé, bonsoir. Bonsoir et bonsoir à tous. Pour commencer ces infos sportives, Karim Cissé, sociétaire de Saint-Étienne, parle de ses débuts avec le Sili national. Effectivement, il fut la révélation de la préparation de l'AS Saint-Étienne. Le jeune Karim Cissé, auteur de 2 buts cet été en amical et de très belles prestations avec la formation de Saint-Étienne. C'est naturellement qui fait partie désormais du groupe professionnel en début de saison. Au micro du club, dans une séquence diffusée dans l'Inside Match Week, Karim Cissé est revenu sur sa première expérience internationale et révèle notamment continuer d'apprendre. Il a déclaré, ça s'est très bien passé, on a fait 2 matchs, une victoire et un nul. J'ai fait ma première passe décisive. Franchement, c'était bien, c'était une belle expérience. Ça m'a aidé à apprendre. On va continuer à travailler, on va bosser. C'était donc les déclarations de Karim Cissé. Tout s'est donc rapidement accéléré cette saison dans la carrière du jeune Stéphanois qui a connu le monde professionnel et maintenant la scène internationale avec le Sili. À lui de continuer dans ce sens pour pourquoi pas un jour s'installer dans l'équipe première de l'AS Saint-Étienne. Nous restons en France, Idrissa Somparé, mais cette fois à Reims et Lorient où les Guinéens Ibrahima Diakité et Dembo Silla sont tous absents. Effectivement, ils sont tous absents pour des raisons de blessure. Ibrahima Diakité, qui donc évolue du côté de Reims, sera absent pour la réception de Lorient. Et ça sera ce samedi à partir de 15h au compte de la 10e journée de Ligue 1. Il est indisponible pour des raisons de blessure puisque le joueur est touché à une cheville. Il va être absent au moins pour 3 ou 4 semaines. Et Ibrahima Cissé, il faut le rappeler, Ibrahima, Diakité avait découvert la Ligue 1 la saison dernière. C'était face à l'Olympique de Marseille. Diak, comme on le surnomme, a eu l'occasion d'honorer sa première sélection avec la Guinée, c'était le 27 septembre dernier pour des matchs face à l'Algérie et la Côte d'Ivoire. Et l'autre international Dembo Silla, qui évolue cette fois-ci du côté de Lorient, sera aussi absent à cause de la blessure à l'entorse, ce qui explique que les 2 Guinéens ne seront pas sur la feuille de match lors du choc Reims-Lorient. Nous partons maintenant en Angleterre où Everton aussi se lance pour recruter notre international Serhou Guirassy. Oui, ils insistent pour le cas du Guinéen Serhou Guirassy. Everton, ce club de la première ligue en Angleterre, a une nouvelle fois jeté son dévolu sur l'attaquant Serhou Guirassy, attisant son intérêt pour le joueur juste avant le procès mercato de janvier. La nouvelle fait suite à l'émergence d'une clause libératoire d'une valeur de 15,2 millions de livres sterling, selon les informations du site 90 minutes. Ce n'est pas la première tentative d'Everton
personne de faire signer Guirassy il y a plus d'un an, sous la direction de Frank Lampard à l'époque. L'intérêt du club s'était déjà manifesté, mais il y avait des doutes sur sa qualité. Désormais, avec les matchs et la prestation qu'il enseigne, tout porte à croire que les doutes sont déjà dissipés, sauf que Everton fera face à des concurrents de grands noms à travers l'Angleterre, mais aussi d'autres pays d'Europe. Bonne chance en tout cas à notre international guinéen qui fait du bien à tous les Guinéens. Effectivement. Et pour terminer, aux États-Unis, il y a un autre sportif, vous dites, qui vend plus de maillots que Messi. Effectivement, il faut quand même le rappeler, Lionel Messi, depuis son arrivée en juillet 2023 pour jouer en MLS pour la formation de l'Inter de Milan, il n'a cessé de battre les records aux États-Unis tant sur le terrain qu'en dehors. Cependant, jusqu'à présent, selon une information du média argentin Infobae, la Pulga n'a en tout cas pas réussi à détrôner l'une des stars du sport américain, malgré la popularité du maillot du numéro 10 de l'Inter de Milan, arborant le nom Messi dans le dos. Les ventes de cette unique n'ont pas réussi à surpasser celle d'une star de la NFL, et son nom c'est Jalen Hurts. Et il faut d'ailleurs rappeler que ce quarterback de Philadelphia Eagles domine le marché des ventes de maillots et des produits sportifs des fanatiques, la principale scène aux États-Unis. Et à 25 ans, ce natif de Houston, avant de débuter sa carrière dans le football américain avec les universités d'Alabama et de Oklahoma, et il s'est donc adonné à la musculation. Sa force physique a impressionné tout le monde au point de devenir célèbre grâce à une vidéo virale le montrant soulever plus de 270 kilos en squat. C'était en compagnie de ses camarades de lycée. Merci à vous Idrissa Somparé pour toutes ces informations. Merci. On passe à l'invité de Film Soir. Film Soir, l'invité du soir. L'autre interview de Film Soir. Vers la signature d'un protocole d'accord pour l'engagement des enseignants contractuels à la fonction publique, c'est le secrétaire général du syndicat national de l'éducation SNE qui l'a annoncé ce vendredi. C'est l'invité de Film Soir, il est interrogé par Alice Ila. Monsieur Michel Pépé Balamou, bonsoir. Bonsoir. Monsieur Balamou, depuis une semaine, le gouvernement, à travers le ministère de la fonction publique et du travail, a annoncé le recrutement de nouveaux fonctionnaires à la fonction publique, mais avec une précision importante, les contractuels de l'éducation ne sont pas concernés. Est-ce que cela ne vous inquiète pas? Effectivement, nous avons entendu par voie de presse et dans les réseaux sociaux l'émission d'un communiqué émanant du ministre du Travail et de la fonction publique pour annoncer le recrutement de nouveaux agents au niveau de la fonction publique. Et nous, en tant que défenseurs des enseignants de façon générale et dans ce contexte actuel des enseignants contractuels communaux, nous avons pensé que nous ne sommes pas intéressés par ce processus qui est en cours, d'autant plus que les enseignants contractuels communaux, via leur coordination nationale et collectif des professionnels d'éducation et les coordinateurs préfectoraux régionaux de leur structure à la base, ont unanimement décidé et librement consenti de renoncer à leurs arriérés de salaire et de primes d'incitation en contrepartie de leur engagement direct à la fonction publique. Et au jour d'aujourd'hui, nous sommes en train de signer un protocole d'accord entre le gouvernement représenté par le ministre de l'administration du territoire, le ministre de la fonction publique et du travail, le ministre du budget et le ministre de l'enseignement pré-universitaire de la médiation, y compris l'implication bien entendu des syndicats d'éducation, notamment la Fédération syndicale professionnelle d'éducation FSE, le syndicat libre des enseignants et chercheurs de Guinée-Sénègue et le syndicat national de l'éducation. Donc nous pensons que ce qui est en train de se tramer ne nous intéresse aucunement pas, mais au-delà du recrutement qui va avoir lieu au niveau des enseignants contractuels, le ministre nous a fait comprendre l'urgence, comment on appelle ça, le besoin estimé par le département de l'enseignement préuniversitaire qui se chiffre à 24 000 enseignants. Donc au-delà des contractuels qui vont être engagés, et ma foi, le ministère a le droit d'organiser un autre concours ouvert aux autres catégories pour pouvoir combler le déficit d'enseignants dans nos écoles. Donc, M. Balamou, vous voulez nous faire comprendre que si les contractuels de l'éducation
ne sont pas concernés par ce recrutement, mais l'éducation dans son ensemble est concernée, c'est ça? Le ministre, avant de prendre son communiqué, a essayé de consulter les différents départements ministériels et le nôtre, c'est-à-dire le ministère de l'enseignement préuniversitaire de l'alphabétisation au tir du ministre du Travail et de la fonction publique, a exprimé un besoin de recrutement de 24 000 enseignants. Et nous, au jour d'aujourd'hui, les diplômes qui ont été authentifiés, et il en est résulté 13 052 diplômes authentiques, c'est-à-dire qui sont vérifiés et avoir été émis à partir des institutions d'enseignement supérieur, des ENI et de l'ISEG. Et donc, ma foi, lorsqu'on engage 13 000 et qu'un département exprime le besoin de 24 000, il revient au département recruteur qui est le ministère du Travail et de la fonction publique d'engager un autre processus à l'effet et de recruter d'autres enseignants pour combler le déficit dans nos concessions scolaires. Est-ce que ce protocole que vous êtes en train de signer en ce moment, est-ce que cela constitue une garantie pour vous en ce qui concerne l'engagement de ces agents, de ces contracteurs de l'éducation au compte de la fonction publique? Écoutez, depuis 2 semaines, nous courons après la signature de ce protocole d'accord et le gouvernement représenté par 4 ministres de la République et nous a clairement indiqué sa bonne volonté et sa bonne foi d'en finir totalement avec le dossier des contracteurs qui a trop perduré et que le président du Conseil national du dialogue social, Dr Ali Akamara, a été également impliqué hier pour donner son avis et apporter sa caution morale pour que l'on ne signe pas un protocole pour le signer parce que ça ne vaut pas la peine de signer un protocole s'il ne doit pas être appliqué. Et donc c'est pourquoi toutes les garanties nécessaires sont en train d'être prises pour permettre à ces enseignants contractuels non seulement de sortir de ce statut d'enseignant contractuel qui ne leur convient plus. Merci M. Balamou de vous avoir prêté à nos questions. C'est un plaisir et bonsoir. FIM Soir, le nec plus ultra de l'actualité du jour, préparé et servi par la rédaction politique. Alpha Ousmane Soirée. Voilà, mesdames, messieurs, cet entretien de Ali Silla avec le secrétaire général du syndicat national de l'éducation SNE, Michel Pépé Balamou, met fin à cette session d'information FIM Soir. À la technique, Lancé Sangaré. Merci à toute l'équipe de la rédaction dirigée par Arissa Tousso et Mamadou Aliou Bangoura. Merci à tous de nous avoir suivis, où que vous soyez.